Je suis un enfant du pays rennais. Mes parents sont d'origine paysanne, ont vécu à la ferme. Moi, je suis un citadin, je suis un enfant de l'exode rural, on va dire. Et donc, c'est vrai que moi, durant ma tendre enfance, où j'ai beaucoup été à la campagne, les week-ends, je suis retourné à la campagne, j'ai beaucoup entendu, dans ma famille, des gens me parler de Citroën, de l'usine Citroën. J'ai eu des cousins, des oncles, des tantes, j'allais jouer au foot, ou des voisins de l'immeuble travaillaient aussi chez Citroën. Donc c'est quelque chose qui m'a continuellement accompagné quand j'étais gamin. Et quand je dis accompagné, ça m'a marqué parce que j'ai beaucoup entendu parler on va dire, du climat à l'intérieur de Citroën, à tout niveau, c'est-à-dire des relations où pour beaucoup, ça leur permettait de bien vivre, d'avoir un salaire régulier, mais aussi des conditions de travail, on va dire quelques luttes syndicales, l'idée d'avoir obligatoirement d'acheter une voiture Citroën aussi quand on bossait à Citroën. Tous ces trucs-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc moi, le propos du film a été d'aller chercher la vérité de tout ça. Voilà. Donc j'ai cherché des paysans qui étaient devenus ouvriers chez Citroën, et j'ai voulu les rencontrer et un peu entendre la vérité de tout ça. Quelques années plus tard, on va dire quand même. Voilà. Et donc, évidemment, quand on parle de Citroën, l'idée c'était de parler de cette grosse usine qui a fait travailler jusqu'à 12 000 ouvriers ou paysans en Ille-et-Vilaine, et même plus. Évidemment, on parlait de la Bretagne qui était en train de s'industrialiser. Évidemment, c'est une page d'histoire, de mémoire. Mais moi, je me suis concentré sur ces fils et filles de paysans. Je voulais à tout prix que ce soit leur parole. Comment ça a commencé Citroën ? Pourquoi Citroën est venu à Rennes ? Si on reprend historiquement, chronologiquement les choses, il y a plusieurs choses qui ont fait que Citroën est arrivé à Rennes. D'abord, Citroën était concentré à Paris. C'était plusieurs petites usines qui étaient disséminées à Paris, à Javel, ou dans la banlieue parisienne, le Valois et tout. Et avec le développement urbain, le baby-boom, le développement de l'automobile aussi, ils ont essayé de réfléchir à comment développer l'entreprise, tout simplement. Et ils savaient qu'à un moment, il fallait qu'ils aient une unité de montage où tout soit concentré. Voilà. Donc ils ont cherché un site, une région qui pourrait les accueillir pour que ils puissent concrétiser ce projet industriel, quoi. Voilà. Donc il y a eu plusieurs solutions. À un moment, c'était de rester autour de Paris. Et très vite, il y a eu deux régions qui ont été mises en concurrence, si on peut dire. Ça a été la région Champagne, on a beaucoup parlé de Reims, et puis la région bretonne avec Rennes. Voilà. Et quels étaient les avantages de cette région de Rennes ? Rennes, les avantages, d'abord, il ne faut jamais oublier qu'il y avait des hommes politiques qui étaient regroupés au sein d'un organisme qui s'appelait le Célib. Joseph Martret, entre autres. Martret, Lombard, et puis on peut parler de Pleven et des gens comme ça aussi. Toutes tendances politiques confondues, ils ont réussi à se réunir pour se dire la Bretagne est sous-industrialisée. C'est une région qui vivait principalement des industries de la mer et de la terre. Il n'y avait pas encore ce développement agroalimentaire qu'on a connu, où c'est une agriculture productiviste. On était au tout début, on était vraiment dans la période charnière, mais il était vrai que depuis des années, il y avait des tas, en Bretagne, on avait des tas de fils et filles de paysans en breton qui partaient à Paris, au Havre ou dans d'autres villes, mais qui n'avaient pas la main-d'œuvre à domicile. Voilà. C'était l'époque de l'exode rural. Voilà. Et ça a été un moyen aussi d'y parer, quoi, de créer en région. Voilà, ça a été un moyen de leur dire on va vous fournir du travail à domicile. C'est un moyen d'industrialiser la région. Il y a eu les télécoms à Lannion, il y a eu les chantiers navals, il y a eu plein de choses. Il n'y a pas énormément d'industrie, mais en tout cas sur le bassin rennais, ça a été Citroën qui est venu s'implanter. On savait, alors il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, le PDG de Citroën s'appelait André Bercot. On aurait presque pu dire André Bercotte, parce que il est d'origine bretonne. D'accord. Voilà. Donc il avait quand même une volonté aussi, bretonne. Une petite fibre bretonne. Et ne jamais oublier qu'il y avait déjà une usine Citroën à Rennes qui était installée à côté du Stade Rennais, qui s'appelait la Bar Thomas, qui maintenant ne fait plus partie du groupe PSA et qui
à cette époque-là, fabriquaient déjà des joints et des roulements pour les voitures, essentiellement les usines Citroën. Et donc ils avaient déjà, elle a été fabriquée, construite dans les années 50, et ils avaient déjà remarqué que la main-d'œuvre paysanne, qui était principalement employée, cette main-d'œuvre paysanne était très efficace, bossait vraiment bien, et puis était relativement docile aussi. Voilà. Donc ça a été un bon laboratoire pour se dire, maintenant on peut implanter, pas très loin, cette grande usine, parce que c'est un très grand projet industriel pour l'époque. Oui, parce et que donc, ça a commencé assez fort, il y avait 6000 employés pour commencer. Voilà. Dans un premier temps, la première tranche, il y avait l'embauche de 6000 ouvriers, et il y a eu une deuxième tranche dans 62-63, où là, l'idée était de passer à 12 000 employés, 12 000 ouvriers, ce qui était quand même très important. Avec la volonté derrière tout ça, c'est aussi la spécificité de ce qui s'est passé ici, et lié aussi au lobby qu'ont fait les politiques d'ici, la volonté de n'employer que des gens du coin. Voilà. Il y a aucun, contrairement à ce qui a pu se passer à Boulogne-Billancourt avec Renault ou d'autres usines, il n'y a aucun ouvrier maghrébin, par exemple, ou turc ou yougoslave qui a été embauché ici, ou très peu. La volonté, c'était en priorité de donner du travail aux gens d'ici. La volonté était vraiment d'aller chercher les fils et filles de paysans. Donc ils ont créé... donc ils étaient très attirés, évidemment, par cet emploi, puisque ils bossaient du jour au lendemain. C'était une paye qui est quand même relativement intéressante, qui payait plus que ce qu'ils pouvaient gagner à la ferme. Et donc c'est un autre mode de vie. Mais c'est vrai qu'ils se sont aperçus que les fils et filles de paysans ne voulaient pas rester à la ville. Ne serait-ce les horaires leur permettaient de faire autre chose dans la journée. Et donc ils ont très vite réfléchi à la chose. Ils se sont aperçus que le meilleur moyen de les faire venir à l'usine, de les faire rester à l'usine, parce que le turnover était très très important, c'était de créer ces navettes, de mettre en place ce réseau de bus et ces navettes de bus, donc pour aller les chercher pas très loin d'où ils habitaient, où ils voulaient rester habités, Monsieur de Caland n'était pas directeur de l'usine, c'était le responsable du recrutement. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment à lui qu'on a demandé de réfléchir comment faire pour embaucher ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le réseau de bus, c'est pour ça qu'il a réfléchi à comment les faire venir à l'usine. Il y avait un turnover très important, je crois que c'est un paysan sur 3 qui tenait pas. La première année, paraît-il, 30% ça allait très très vite. Donc comme il dit dans le film, à partir du moment où il a fallu doubler les effectifs, ça suffisait pas, le recrutement qui était déjà en place, ou les méthodes de recrutement déjà en place. Donc c'est là qu'ils ont réfléchi avec le préfet de l'époque, et c'est vrai que comme la volonté gouvernementale était de développer une agriculture beaucoup plus industrialisée, productiviste comme on dit, c'est vrai qu'ils ont le préfet a fait de telle façon que ce qui est dit dans le film, c'est qu'à partir de 20 hectares, si vous étiez en dessous de 20, vous aviez une exploitation de moins 20 hectares, ils ne recevaient plus d'aide de l'État pour continuer. On aidait les fermes qui avaient une possibilité de développement et qui allaient tendre vers cette industrie agroalimentaire qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et donc, ceux qui n'avaient pas comme dit monsieur de Caland, qui n'avaient pas les 20 hectares requis, eh ben, ils se retrouvaient dans la mouise, ils ne pouvaient plus tourner, ou alors avec une ferme qui restait au stade des fermes avant, c'est-à-dire très en autarcie, en auto-alimentation, on va dire, mais qui ne leur permettait pas de très bien vivre, de développer, et de profiter aussi du modernisme qui arrivait un peu dans les campagnes, ou dans les villes aussi d'ailleurs. Et donc très vite, on s'est aperçu que ces gens-là ont été très vite disponibles pour l'usine Citroën, et en grande partie, ce sont ces gens-là qui se sont retrouvés sur la chaîne, et donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés aux 12 000 ouvriers dont ils avaient besoin. Pour les paysans, ça n'a pas été facile. Enfin, il y avait à la fois beaucoup d'inconvénients, parce que c'était des gens qui étaient à la fois indépendants, qui avaient des horaires, qui vivaient en liberté, entre guillemets. Alors donc ça a été difficile de s'adapter, et en même temps ça a été un avantage pour eux, puisqu'ils faisaient quelquefois 2 journées en une. Alors c'est ce qu'on retient principalement de ce passage-là, c'est-à-dire que pour maintenir les ouvriers à l'usine, ils ont essayé aussi de les aider à avoir une deuxième activité.
Donc certains ont gardé leur ferme avec des superficies assez minimes, mais ça leur permettait de faire leur viande, leur beurre, leur volaille. C'était un hobby. Alors, ouais, on dit ça. Alors, on a développé des hobbies aussi. Monsieur de Calan, donc le chargé du recrutement, expliquait que oui, ils ont essayé de susciter des hobbies. Je sais qu'il y a eu des élevages d'escargots, il y a eu des trucs qui paraissent un petit peu bizarres comme ça. Je ne sais pas si ça a vraiment réussi dans le temps, mais ils les ont aidés à passer le cap. Je crois que c'est ça l'important. Mais ce qu'on retient principalement, c'est que pour la plupart, pour un certain nombre, ils ont gardé une petite exploitation à côté. Donc ils coupaient pas totalement. Donc ils avaient un revenu principal à Citroën, mais ils gardaient un peu leur culture de paysans et notamment le fait de pouvoir se nourrir grâce à ce que la ferme leur fournissait ou ce qu'ils pouvaient faire à la ferme, quoi. Donc ça, c'était... Et puis souvent on disait que aussi le mari travaillait ou le couple travaillait et puis quand l'un était à l'usine, l'autre était à la ferme et inversement, et ça permettait de conserver une exploitation et de faire tourner la boutique, quoi. Donc il y a une image un peu des ouvriers de Citroën à un moment qui était quand même assez que des gens qui vivaient bien, quoi. Voilà. Donc un petit peu usant dans le temps, mais en tout cas ils maintenaient le cap. Tout à fait, parce que, enfin, à la fois, il y en a un qui témoigne en disant qu'il avait une vie de chien quand il a commencé à travailler à Citroën, et il y en a un autre qui témoigne en disant aussi que, au début, enfin, 3 ou 4 années avant, il ne pouvait pas se payer un vélo. Au bout d'un an à Citroën, il se paye une voiture. Ouais. Mais tout ça, c'est celui Albert Thiénot, quand il dit qu'il mène une vie de chien, c'est que c'est vrai que faut jamais oublier, quoi. Vous le disiez tout à l'heure. Quand même, il vivait en liberté, même s'il y avait les obligations de la ferme. Il n'y avait pas vraiment de patron. Là, les horaires, c'est à la minute près. Ils sont enfermés à longueur de temps. Donc c'est vrai que c'est des conditions de travail qu'ils n'ont jamais connues. Voilà. Plus l'autorité, la hiérarchie qui est très forte. Et donc là, c'est vrai que pour quelqu'un qui a un peu de caractère, c'est vrai que c'est difficile d'admettre ça. Ceci dit, celui qui dit qu'il a mené une vie de chien, il y est resté jusqu'à sa retraite, et puis il s'en plaint pas plus que ça. Mais il n'a jamais trop accepté ces rapports de force qu'il pouvait y avoir. Après, c'est René Ruellou qui parle du fait qu'il a pu se payer une voiture. Il ne faut jamais oublier que ça faisait aussi partie de la politique de Citroën de très vite leur permettre d'avoir un véhicule, parce que justement ça permettait aussi d'installer un peu la Citroën dans les esprits, dans la vie des villages, et très très vite, c'est vrai que les véhicules, les Amicis à l'époque, on les a vus dans les villages, c'est une révolution aussi, quoi. Et c'est vrai, comme il dit, c'est vrai que pour quelqu'un qui était jamais sorti de son coin et qui pouvait pas se payer un vélo, là, d'un seul coup, grâce à des crédits très très profitables, parce que pour eux, il y avait un gros intérêt à acheter une voiture comme ça. Et donc c'est vrai que du jour au lendemain, c'était une révolution. Il passait à un niveau de vie totalement différent, quoi. Citroën avait une image assez négative dans la mesure où le syndicalisme était assez peu toléré. Ça a été une des grandes... moi, c'est une des questions que je voulais à tout prix évoquer dans le film, qui n'est pas totalement évoquée, ce n'était pas la priorité, mais je voulais aussi l'évoquer. C'est vrai que c'était l'une des questions dont j'avais beaucoup entendu parler quand j'étais plus jeune. Citroën, c'est vrai qu'elle n'avait pas une image très positive, même à Paris, du côté de ses relations humaines. Et arrivé à Rennes, c'est vrai qu'ils ont eu l'impression que, de par la main-d'œuvre qu'ils embauchaient, tout ce qui est problème de syndicats, de conflits du travail et tout ça, serait balayé, il n'y aurait pas de problème du tout. Et il se trouve que pratiquement 2 ans après la création de l'entreprise, ou le démarrage de l'entreprise, les syndicats étaient déjà en place, et notamment le syndicat CGT. Et donc ils ont très très vite essayé de casser ça. Le terme n'est pas faux. Et très vite, ils ont un peu, lors des élections du personnel, ils suivaient les gens jusqu'à l'isoloir, si ce n'est pas jusqu'à l'intérieur de l'isoloir. Ils n'avaient qu'un papier à mettre dans l'enveloppe ou dans l'urne, et c'était plutôt du côté des patrons. Ils ont créé un syndicat maison pour contrecarrer les syndicats classiques. Moi, il y aurait un autre film à faire rien que là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, très peu... Même peu d'historiens ont travaillé là-dessus, et il y a peu de films là-dessus, mais c'est quand même
c'est très symbolique d'une époque, d'un certain paternalisme dans l'entreprise, et puis aussi le poids de l'industrie automobile en France, comment ils ont réussi à instaurer un peu, de par la primauté qu'on a toujours donnée à l'industrie automobile, comment ils ont réussi, même auprès des politiques, à continuer à faire leur petite cuisine interne sans qu'on ait vraiment beaucoup à leur dire, quoi. Citroën, on en a tous un peu le souvenir de l'évolution et tout ça, et maintenant on commence à craindre que l'industrie, que Citroën s'en aille. Ouais. C'est un peu, on est dans une espèce de paradoxe de l'histoire, c'est aller très vite. Maintenant, Ouais. on voudrait maintenir l'emploi industriel et même réindustrialiser la région. Bah, disons que c'est vrai tout le monde a ce questionnement-là, c'est-à-dire on sait que cette entreprise ou cette usine ici en Bretagne ou à Rennes, par le nombre d'employés, on est autour de 6000 employés aujourd'hui, hein, ça a diminué, mais c'est tous les sous-traitants qu'il y a autour. Parce que au fur et à mesure des années, Citroën a rapproché un certain nombre de sous-traitants, Faurecia, Bretagne Atelier, moi tout ça, et c'est vrai que on ne peut pas imaginer que Citroën ou cette usine Citroën puisse fermer, quoi. Donc il y a beaucoup de doutes, parce que c'est vrai qu'on sait que le développement de l'automobile, en tout cas pour les grandes entreprises qui restent encore en place en France, le développement, a priori, il est plus ni local ni national, il est à l'étranger. Et on sait que la main-d'œuvre est moins chère à l'étranger. On sait qu'en France, on dit toujours que nos cotisations sociales sont trop importantes. Il y a un coût du travail, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement du groupe PSA là-dessus. Suite aux paysans de Citroën, moi j'ai bossé beaucoup sur l'engagement syndical, lié aux histoires de discrimination, notamment syndicale. Et suite un peu à des rencontres sur le temps avec plusieurs délégués à Rennes, à Aulnay, à Sochaux. Là, je viens juste de terminer un film qui s'appelle Discrimination au pluriel, qui est l'histoire d'un. J'ai suivi pendant plusieurs mois un syndicaliste de Sochaux qui, en 96, a fait condamner PSA pour discrimination syndicale avec 192 autres délégués ou syndicalistes. Ce qui a été un des premiers jugements en France de discrimination syndicale et qui a permis, depuis cette époque-là, de faire reconnaître la discrimination dans des tas d'entreprises en France. Toutes les grandes entreprises françaises y sont passées. On entend peu parler parce qu'il y a des clauses de confidentialité qui font que. Et puis je travaille aussi avec une avocate qui travaille avec ce syndicaliste et qui permet un peu d'évoquer la réalité des discriminations aujourd'hui, syndicales, sexuelles et liées à l'origine. Voilà. Donc ça c'est un projet que je termine tout juste là. Voilà. Donc qui sera diffusé sur France 3 dans les temps qui viennent. Et là, depuis là, je pars sur de nouvelles aventures. Et il y en a notamment une qui me tient à cœur depuis un certain temps et qui a trait un peu à l'histoire rennaise. C'est l'histoire d'un photographe qui a photographié Rennes dans les années 60, qui s'appelle Charles Barmet. Voilà. Ouais, je connais, ouais. Et qui moi m'intéresse parce que c'est un photographe, je trouve, de très grande qualité. Moi j'étais quand même très jeune à l'époque, mais je trouve ça évoque ce Rennes des années 60, mais avec que des scénettes humaines très ordinaires, sans événements. Et j'aime beaucoup le regard de ce photographe, donc je suis en train de travailler sur comment raconter ce Rennes des années 60. Voilà, à partir des photos évidemment, et puis de la parole qui viendra accompagner un peu ces photos.